Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio. Votre radio. Bonsoir, nous sommes sur la 16e émission de votre émission économique préférée. Nous allons ce soir, dans cette émission d'Un jour un lac, un environnement, parler d'un thème, un jour un lac, un entrepreneur, Je suis déjà pris par le thème de ce soir, donc veuillez m'excuser. Je dis à mes invités d'ailleurs que je fais souvent des petites erreurs, parce que je les appelle avant, et parfois quand je transcris ce qui nous a été dit, je commets des erreurs. Mais à chaque fois, Sandra, elle rigole, donc ça va détendre l'atmosphère. Donc ce soir, nous allons aborder un thème très porteur depuis quelques années, qui est celui de l'économie verte. L'environnement appliqué à l'économie. Alors, est-ce que l'environnement, c'est un atout pour les entreprises ou pour les collectivités locales, ou est-ce que ça peut participer au développement de l'économie? Voilà la question de ce soir. Nous allons avoir ce soir 3 invités que je vous présente, en tout cas pour 2 d'entre eux, puisque le troisième arrivera vers 19h. Je vous présente donc Marie-Claire Barbier. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Pierre-Luc. Alors, vous êtes très connue dans le Grand Lac. Je vais peut-être faire une injure à beaucoup de gens qui vous connaissent déjà, mais on rappelle que vous êtes maire de Chindrieux depuis 2009. C'est cela? Tout à fait. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Savoie en charge des collèges. On en parlera tout à l'heure parce que là aussi, ça touche l'environnement. Et vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération Grand Lac en charge de l'environnement, du lac et du climat. C'est cela? Tout à fait. Voilà. Vous êtes venu au titre aussi de votre présidence du CISALB. C'est quoi le CISALB? Vous pourrez nous l'expliquer tout à l'heure? Je vous l'expliquerai avec plaisir. Bon, en gros, ça traite des eaux du lac du Bourget, Entre autres, oui. qui a pour objet l'étude, la protection et les actions pour l'eau du lac du Bourget. Bonsoir Marie-Claire et merci pour votre présence. Merci de m'avoir invité. On est ravis, on est ravis. Mais je le suis aussi. Alors, on est aussi avec Anne Rial, qui est ingénieure en énergétique et titulaire d'un doctorat obtenu à l'École des mines de Paris. C'est cela? Bonsoir Anne. Oui, bonsoir. Oui, c'est bien ça. Alors là, on a vraiment une pointure. Vous avez vu Marie-Claire, ce soir, on a une pointure ingénieur et docteur en énergétique. Mais je vous confirme qu'Anne est une pointure. Vous connaissez un petit peu? Oui, on se connaît un petit peu. Donc là, nous sommes en présence de 2 personnalités de l'environnement et vous allez voir que, une fois de plus, nous allons remplir effectivement le contrat qui est passé avec nos auditeurs. Donc vous êtes, Anne, une grande spécialiste de l'environnement et des énergies renouvelables, c'est cela? Oui, tout à fait. Pour les collectivités locales et les entreprises. On travaille beaucoup pour les collectivités, mais aussi avec des entreprises, puisqu'elles sont aussi partie prenante de la transition énergétique sur les territoires. Voilà, on va reparler de tout ça, on aura plus d'1 heure, vous verrez. Le temps va passer très vite, mais c'est passionnant. Vous êtes la gérante et la fondatrice depuis 2001 de l'agence ou de la société AR. Oui, tout à fait, qui veut dire Alternative pour l'énergie, les énergies renouvelables et l'environnement. Alors là, on est tout à fait au cœur de notre débat. Oui. Pour moi, je vais vous dire, et je vais le dire aussi à Marie-Claire et à ceux qui nous écoutent, j'ai découvert, en allant sur le site de votre agence, une pépite énergétique. Je savais qu'elle allait rigoler et pas être d'accord, mais c'est étonnant. Après, je vous ai appelé, comme à tous les invités de cette émission, et j'ai découvert que vous aviez vraiment des domaines d'intervention. On va en parler un peu plus tard, mais vraiment, il faut savoir qu'à Aix-les-Bains, on a une agence tout à fait, je dirais presque exceptionnelle dans le cadre de l'environnement. Vous allez me dire que c'est faux, bien sûr. Non, mais modestie. on fait notre travail et moi, je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'on a de la chance en Savoie d'avoir un territoire qui est riche sur ces questions-là. Je ne suis pas la seule entreprise sur ces questions-là, il y en a d'autres. Oui, mais c'est ça, c'est tout cas. Nous allons combler ce manque relatif de notoriété. Merci pour votre présence. Nous allons aussi recevoir Nicolas Chaton, qui est un conseiller énergétique de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Savoie, qui viendra vous rencontrer. Il est aussi aixois. C'est aussi une qualité supplémentaire, je pense. Parce que ici, les gens, quand ils sont à Aix, ils n'aiment pas en partir. Ça doit faire 16 personnes que je reçois, entrepreneurs, et à chaque fois, ils me disent combien de chances ils ont d'être sur ce territoire incroyable. Vous n'allez pas me dire le contraire, Marie-Claire? Ah non, je pense que c'est une chance d'habiter ici. Que ce soit le monde économique, associatif ou simplement nos habitants, on sait tous la chance qu'on a de vivre dans ce bel écrin. Et du coup, on doit tous avoir conscience de la nécessité de le préserver. Oui, et moi, j'avoue que je n'y habite pas. J'habite Chambéry. C'est pas bien, Oh, c'est pas si mal, c'est pas si mal quand loin même. que ça. Mais je suis un néo-savoyard. Je suis arrivé il y a à peine 2 ans et c'est vrai que j'ai eu le virus d'abord de la ville que je connaissais mal, d'Aix-les-Bains, et puis ce territoire qui est quand même qui est incroyable. Et c'est vrai quand on reçoit les entrepreneurs, ils parlent de ce territoire avec une chaleur, l'exception aixoise. Voilà. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Donc, je voulais aussi remercier les 3000 auditeurs qui nous ont écoutés il y a 2 semaines. Nous étions avec Philippe Colenson,
qui est le PDG d'Exam et qui est venu nous parler pendant 90 minutes. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver, je l'annonce, grâce à notre bénévole Yannick sur le YouTube. C'est-à-dire que toutes les émissions que nous enregistrons sont mises quelques semaines plus tard sur YouTube. Donc nous l'avons reçu et nous avons eu plus de 3000 auditeurs qui nous ont écoutés pendant cette émission. Je voulais aussi annoncer, ça aussi ça va intéresser Madame Barbier ou Marie-Claire au niveau en tant qu'élue de Grand Lac. Nous allons créer une nouvelle chronique à Radio Grand Lac qui est RGL Emploi. L'idée, c'est en plus du service public de l'emploi, de diffuser des offres d'emploi d'Aix-les-Bains, de Grésy, etc., régulièrement sur la page Facebook. Et d'ailleurs, elle a eu un gros succès puisqu'on a cartonné avec les premières offres d'emploi qui ont été mises avec plus de 4000 vues en 5 jours. Et avant de commencer, de lancer la machine, je voulais remercier Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Pierre-Luc. Qui est la coprésidente de Radio Grand Lac. Tout à fait, oui. Bonsoir Marie-Claire, merci de votre présence dans les studios de Radio Grand Lac. Merci de votre soutien depuis le début parce qu'il y a un tas de choses que je n'oublie pas. Gentil, Voilà. mais c'est important de le dire. Mais c'était important pour moi de le faire aussi, ce Bon. soutien. Merci beaucoup et puis merci également Madame Rial de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Je pense que ça va être une émission passionnée et passionnante. Alors, j'ai aussi un autre invité dans l'émission. Alors là, il est mondialement connu. Alors, on rigole. Mais si. Dans le monde de l'accordéon, il est connu, puisqu'on l'écoute jusqu'au Maroc. Est-ce que je dis des bêtises quand je dis ça ? Non, c'est vrai. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pierre-Luc. Bonsoir Jean-Pierre Germain. Bonsoir Jean-Pierre. Je crois que tu voulais dire quelques mots à Madame sur Marie-Claire. Déjà, Madame je voulais Barbier. te dire très vite, parce qu'après le programme doit suivre, mais tu t'es trompé quand tu as dit 3000, c'est bien plus que ça. La dernière fois, tu étais même plus proche des 4000 ou 4500. On me trompe sur les vrais chiffres. Auditeurs, en tout cas, bon, c'est très bien comme ça. Sandra. Je voulais dire que c'est toujours un plaisir de participer à ton émission d'économie qui est reconnue maintenant. Et avec Sandra, quand on parle de Radio Grand Lac, ton émission est connue et estimée. Je voulais saluer la présence du docteur Rial avec nous. Merci d'être là, docteur, ce soir avec toutes vos connaissances. Je peux dire un mot un peu plus amical pour Marie-Claire Barbier. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir ici à Radio Grand Lac, que je connais depuis longtemps, que j'apprécie depuis longtemps, que je domine, que je surplombe comme géographiquement. Souvent, géographiquement. On précise. Et puis c'est vrai qu'elle a une très belle commune. Chandrieux avec ce port de Châtillon qui est sublime, où on aime bien aller en été ou n'importe quand. Et puis dire que le CISAL est très important, donc le comité intersyndical de suivi et d'assainissement du lac du Bourget, puisque c'est le lac du Bourget, nous c'est Radio Grand Lac, c'est l'élément fédérateur, et donc le lac du Bourget entre nous. Puis Marie-Claire le connaît bien puisqu'elle a passé toute son enfance au bord du lac, et maintenant elle le voit tous les jours aussi. Et une élue que j'apprécie beaucoup parce que c'est une vraie élue de terrain et qui fait les choses pour le service public et pour le service au public. À toi, Pierre-Luc, on y va parce que... oui, on va y aller. Marie-Claire, vous aimez l'accordéon ? Oui, j'adore l'accordéon. Alors, voilà, vous faites... Je l'ai vu danser la valse. Tout à fait. Plusieurs fois qu'elle danse très bien. Allez, Pierre. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Alors, on va commencer par un point d'actualité. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, au Conseil des ministres de la République, a été présenté, et je voulais avoir votre réaction, le plan climat. En effet, aujourd'hui, il a été présenté le plan climat qu'on appelle climat et résilience. Vous le connaissez, je suppose. C'est le plan climat qui va être déposé au Parlement prochainement et qui a pour but de faire diminuer de 40% les effets de gaz à effet de serre. Voilà, exactement. Donc, il a été présenté aujourd'hui. C'est le fruit notamment de ce qu'on appelait la Convention citoyenne qui a émis 149 propositions pour réduire ces émissions de gaz. Le projet de loi reprend 6 thèmes principaux et ce soir, on en est en plein milieu puisque c'est consommer, produire, travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l'environnement, sur lesquels ont travaillé pendant 9 mois 150 citoyens tirés au sort. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan qui a été présenté aujourd'hui, 10 février 2021, en Conseil des ministres ? Est-ce que vous le connaissez un peu ? Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce plan ? Alors, disons que ma journée a été quand même assez dense, donc je ne suis pas rentrée dans le détail de cette présentation. J'en ai juste pris quelques bribes ça et là, même si on savait déjà depuis quelques semaines les grands sujets sur lesquels le gouvernement présenterait son action.
Ce qu'il est important de dire, c'est que, il me semble, c'est qu'à toute strate de nos institutions publiques, il est nécessaire et indispensable de s'engager. Donc, le fait que l'État pose les choses au plus haut est absolument indispensable pour nous permettre derrière de dérouler. Il y a des éléments réglementaires notamment qui relèveront de l'État et pour lesquels il faut absolument effectivement que ça vienne d'en haut. Pour autant, moi, je ne suis pas une acharnée des décisions qui viennent d'en haut parce que je suis persuadée aussi, et notamment sur la question climatique, que l'essentiel se fera dans les territoires. Dans les territoires, c'est-à-dire dans les intercommunalités, dans les communes, dans les départements, puisque c'est là qu'on est au cœur des sujets et c'est bien sur les territoires qu'on pourra actionner de manière la plus efficace. Encore faut-il, pour le coup, qu'on ait aussi des moyens financiers pour mettre en œuvre ces actions, parce qu'on est bien conscient qu'il y a, si on veut aller au plus loin, au maximum, il faudra aussi qu'on ait des moyens financiers pour le faire. Anne, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ce projet de loi qui est passé en Conseil des ministres aujourd'hui? Alors, je peux que approuver qu'il y ait des choses qui étaient élaborées par des citoyens, qui ont été faites sous forme finalement d'une convention. On a pris des gens qui, a priori, n'étaient pas qualifiés pour ça. Ils ont entendu beaucoup de monde, ils ont été formés, ils se sont formés. On a vu qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée autour de ces 150. Et après avoir écouté beaucoup de monde, ils ont proposé des propositions, ils ont proposé différentes actions et que ça se transforme en plan climat qui soit pris comme engagement par l'État. Je pense qu'on en a besoin. On a des engagements au niveau européen, on a des engagements au niveau national et il faut des engagements au niveau effectivement locaux. Après, je me permets d'être légèrement en désaccord avec Madame Barbier. On a besoin d'un contexte réglementaire au niveau européen et national. Je vous prends juste un exemple. Vous connaissez tous l'étiquette énergie de A à G. Ah oui. C'est l'Europe qui les a mis en place. D'accord. Si vous avez bien creusé mon site internet, j'y ai travaillé, je les ai révisés, etc. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement dans des pays africains, nous. Et cette étiquette, elle vient s'imposer aux industriels qui fabriquent. Et ensuite, elle est un signe de reconnaissance et de choix pour les consommateurs finaux que nous sommes tous. Donc, il y a besoin de choses qui sont à ces éléments-là, qui sont nationaux ou européens. Et puis, on a évidemment besoin d'actions au niveau local, comme peut faire Grand Lac, comme peut faire le département, etc., qui, elles, vont être des déclinaisons. Mais on a besoin vraiment d'un cadre qui va nous permettre de gérer certaines choses, comme la consommation d'un équipement électroménager, d'une voiture, etc. Et puis ensuite, on a besoin de décliner localement. Donc, il est important, ce plan, dans le sens où il peut accélérer certaines des décisions qui peuvent être prises au niveau national, et en particulier pour limiter des consommations et aussi limiter des consommations de matière. Maintenant, on commence aussi à travailler sur tout ce qui est économie circulaire, sur les déchets, etc. Et ça, c'est vraiment important aussi. Alors, quelques mots sur cette économie, parce qu'on dit que l'économie de l'environnement est importante, mais c'est bien de donner quelques mots. Les dépenses liées à l'environnement pour les administrations, les ménages et les entreprises, donc tout ce qui nous touche, c'est plus de 66 milliards d'euros. Et 19 milliards d'euros pour la gestion durable des ressources naturelles. Donc là, on peut penser à l'eau, notamment. Donc au total, vous voyez, 66 plus 19, ça fait déjà 85 milliards d'euros. On voit que de plus en plus de jeunes se tournent vers les énergies renouvelables, vers l'environnement. On estime actuellement qu'il y a à peu près 100 000 étudiants qui sont dans des filières de formation, qui vont du BTS ou filières d'ingénieurs, qui se forment au métier de l'environnement. Et pour terminer, je dirais simplement que dans le secteur du bâtiment, ça représente 46% des dépenses énergétiques. C'est-à-dire que quand on dépense 1 euro pour l'énergie, 40% vont pour le bâtiment. On estime que l'économie verte emploie environ 300 000 personnes. Donc je voulais vous faire réagir notamment sur l'enseignement. Est-ce que vous sentez-vous, Anne, qu'il y a un attrait des jeunes pour ces métiers de l'environnement, de l'économie verte? Alors moi, je suis peut-être mal placée. Moi, il me semble que oui, qu'on a plus... En tout cas, par rapport à l'époque où moi j'ai étudié, donc il y a quand même déjà un certain temps, une trentaine d'années, on a des filières qui n'existaient pas à l'époque, qui sont spécifiques aux métiers, entre guillemets, divers. Après, ce qu'on met dans les métiers de l'écologie, de l'environnement, il y a tout ce qui est traitement de l'eau et des déchets, et ça fait beaucoup plus longtemps. Après, il y a tout ce qui va être de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ça c'est plus récent.
tout ce qui est de la protection des sols, le travail sur toutes les friches industrielles, toutes les friches qui ont été laissées et qu'il faudrait qu'on arrive à reconquérir et à réoccuper plutôt que d'utiliser des zones qui aujourd'hui sont des zones naturelles pour limiter l'artificialisation des sols. Enfin, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a plus de formation et deux, je pense qu'il y a un mouvement qui est certain dans la société française, mais dans les autres sociétés européennes aussi, d'aller vers une meilleure prise en compte des questions environnementales. Et vous, Marie-Claire, vous qui êtes au cœur de la vie dans ces territoires, dans celui de Grand Lac, vous sentez cet attrait de la population et des entreprises pour l'économie verte, pour l'environnement? Oui, Pas alors, simplement comme une opportunité, comme un non. vrai choix de vie. Alors, le vrai choix de vie, effectivement, on le ressent pleinement. On sent aussi une population jeune qui nous pousse à aller vers ces questions-là. Je pense qu'il y a aussi, enfin, je le vois du côté des élus, avec le renouvellement des assemblées communales de cette année. Pour moi qui préside la commission de transition énergétique, il y a une vraie envie d'y aller et de dérouler, c'est-à-dire une envie pratico-pratique de faire les choses. D'accord. Vous voyez, on n'est plus dans le discours, dans la posture. On n'est plus dans la posture. Je crois qu'on est très loin. Peut-être que si à un moment donné, il y a eu tendance pour certains élus, ou pour les élus peut-être en général, de verdir, entre guillemets. Ah, Voyez voilà, ce on parlait terme, de verdir le discours politique. Voilà. Je crois qu'on n'en est plus là. On est loin de chercher à verdir. Il y a une vraie prise de conscience qui nous a été insufflée par nos populations. Hein. Parce que on ne fait pas de politique à Radio Grand Lac, mais on voit bien qu'aux dernières élections communales, il y a eu quand même une poussée du vote vert. Est-ce que ça traduit disons une appétence de la population pour ces questions environnementales? Ça traduit la prise de conscience de nos populations. Je ne prends pas position. Hein, Non, mais je pense que ça traduit la prise de conscience de nos populations qui nous alertent sur la nécessité de faire. Mais cette prise de conscience, elle est quand même malgré tout assez récente. Elle est aussi liée aux événements climatiques que l'on subit les uns derrière les autres, année après année, entre ces années qui sont à chaque fois la dernière année est l'année la plus chaude. On a des moments où on a des sacs d'eau qui nous tombent dessus. Enfin, tout le monde ne peut qu'avoir conscience aujourd'hui de ce phénomène. Autant il y a encore, je dirais, une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans, c'était plutôt encore un discours d'averti, de personnes sachantes. Autant aujourd'hui, c'est devant nous. On en est les témoins. Donc, je pense que dans la population des élus, ce sont des représentants de nos populations qui ont tous pris conscience que là, il faut. Et l'environnement, c'est pas une question de parti politique, c'est une question d'élus. C'est une question de la vie. Hein. D'accord. À terme, il faut changer les choses, il faut rétro-pédaler. Alors maintenant, on va passer dans une phase de l'émission, hein, puisqu'on a réagi un petit peu aux grandes choses. À vous présentant, vous savez que une des caractéristiques d'un jour un lac, un entrepreneur, je me suis pas trompé, hein. T'as vu là, je me suis pas trompé. Ils n'ont pas rigolé là. C'est de vous présenter, de savoir qui vous êtes, le parcours de celui qui parle, de l'entrepreneur. Puisque Anne est une entrepreneuse, hein. C'est elle qui a créé une entreprise, hein. Elle a créé une entreprise de zéro. Bon, Anne, elle est drômoise, avec un papa qui déjà avait mis un peu qui était en même temps agriculteur et en même temps il était maître d'œuvre. Mon papa il est toujours en vie, mais il était maître d'œuvre en architecture et en même temps, c'est vrai qu'il continuait à travailler avec ses parents sur la ferme. Il est toujours assuré, par exemple, à la mutuelle sociale agricole et pas à la Sécu, comme on est la plupart des gens. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez un peu la fibre verte dès le départ, ou en tout cas attentive à les... Oui, moi j'ai grandi dans un petit village, on parlait tout à l'heure de Chindrieux, c'était peut-être pas aussi joli, il n'y avait pas de lac, mais c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité aux questions environnementales et je pense aussi aux questions sociales. On parlait beaucoup de commerce équitable. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à faire des achats en tant que jeune étudiante, je me suis posé des questions autour du commerce équitable. D'où vient ce que j'achète? Comment c'est fabriqué? Par qui c'est fabriqué? Etc. Donc oui, je pense que j'ai toujours été sensibilisée à ces questions-là. Et quand j'ai cherché une formation, en fait, j'en ai pas trouvé. Je voulais travailler dans l'énergie solaire. Il n'y en avait pas. Donc j'ai travaillé sur des questions d'énergie tout court, pas solaire. Alors quand je disais que vous étiez une pépite aixoise, et je confirme ce que je dis, vous êtes une surdiplômée, vous avez un diplôme d'ingénieur en énergétique,
Vous êtes aussi docteur de l'école des mines de Paris. C'est quoi d'ailleurs l'énergétique? Alors, moi, à l'époque, j'ai étudié en fait alors des choses qui sont très théoriques, tout ce qui est la thermique, la thermodynamique, la production de l'énergie, les machines pour produire de l'énergie, etc. Et il y avait dans l'école où j'étais quelques cours sur les énergies renouvelables. Donc, moi, c'était ce que je préférais effectivement. Mais on a aussi eu des cours de mécanique. Et en fait, si vous prenez par exemple un transformateur d'électricité, c'est toute l'électricité qu'on consomme passe par ces transformateurs qui ont déjà une très bonne performance énergétique. Mais si on l'améliore que de 0,1%, comme on y fait passer toute notre énergie, toute notre électricité, c'est vraiment très important. Et donc là, on est sur des questions de comment le carbone en fait est positionné dans le métal du transformateur. Donc en fait, ce que j'ai appris finalement m'a bien servi, entre autres pour l'efficacité énergétique. Avant les énergies renouvelables, il faut vraiment penser à l'économiser. C'est la sobriété bien dimensionnée, son bâtiment, sa voiture, etc. Et puis ensuite, c'est l'efficacité. Quel est le système de chauffage? Est-ce qu'il est bien réglé? Est-ce qu'il est le plus efficace? Et puis pareil pour son véhicule. Est-ce que c'est Vous avez le commencé conducteur, votre etc. carrière en 1991 et pendant 10 ans, vous avez travaillé dans les bureaux d'études. Hein. Oui. Voilà. J'ai travaillé dans 2 bureaux Dans, d'études. Et puis dans des bureaux d'études. voilà. Et ou dans lesquels vous êtes intervenu notamment à l'étranger. Aussi. Vous êtes intervenu en Afrique, au Bénin, je crois. Alors au Bénin, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est actuellement ça y que je est, travaille au Bénin. ça y est, ma première bourde de la soirée, ça y est, je l'ai faite. Non, mais je plaisante. C'est pas grave. Non, non. Et en 2000, vous devenez maman. Oui. Et comme toutes les femmes, alors j'espère que ça va pas être, ça vous a fait changer un peu le sens de la vie. On peut dire ça? Non. Non. Ah, voilà. Deuxième Non, bourde. ça m'a fait changer la manière de travailler. J'étais très travailler. contente dans le sens de la vie. Non. Non, c'est juste que je cherchais un équilibre entre vie ma professionnelle vie et puis, professionnelle, familiale et personnelle, parce que c'est quand même des métiers qui sont assez prenants. Et je me suis dit que je pourrais organiser mon temps différemment si je pouvais être à mon compte. Et j'avais envie d'allaiter ce bébé. Je l'ai allaité 2 ans quand même. 6 mois complètement et 2 ans partiellement. Bon, la Litchfelling, ils disent que c'est 4 ans. Je ne dis plus rien. Voilà. Non, non. Et donc, je l'ai monté mon entreprise avec mon en bébé. 2001. Il avait 3 mois. Et pourquoi vous êtes venu à Aix-les-Bains? C'est parce que vous aimiez la montagne et c'était Oui. entre lac et montagne. C'était un territoire où vous pouviez vous circuler, parce que vous circulez beaucoup avec Paris, avec l'étranger, puis en même temps respirer. C'est ça? Sur Aix-les-Bains, il y avait effectivement la montagne qui est pas trop loin. Un autre intérêt, c'est qu'il y avait une gare TGV. On avait hésité avec Briançon aussi, qui est pas mal, mais il n'y a pas de gare TGV. Et aller à Paris, c'est une nuit de train pour Briançon. Quand il y avait le train, il n'y est plus. On est en train de remettre des trains de nuit. Ça, c'est vraiment bien, parce que ça permettra d'éviter pas mal de déplacements en avion, sans doute. Oui, et puis donc ma sœur avait étudié ici, puisqu'elle est pisteur secouriste, elle avait travaillé au Revard, la Fécla, donc on connaissait un peu le coin, on trouvait que c'était magnifique. Donc vous créez votre entreprise en 2001, Oui. AR, vous nous avez dit ce que ça voulait dire, Alternative pour les énergies renouvelables et l'environnement. Et vous avez dans ce cabinet de consultants, d'études, enfin je sais pas. Oui, de consultants. De consultants, 3 missions dans lesquelles Marie-Claire va se reconnaître. Il y a des missions à l'export pour aider des agences gouvernementales à développer leur programme d'efficacité énergétique. Vous avez travaillé quel gouvernement? Alors, on travaille souvent avec des ministères ou avec des agences. Là, actuellement, on travaille avec le Bénin, par exemple, pour mettre en place, tout à l'heure, je vous parlais de ces étiquettes énergie. Donc là, on est en train de mettre en place les laboratoires de test et tout le corpus législatif, le cadre réglementaire, y compris en travaillant avec les douanes, par exemple, pour les réfrigérateurs, les lampes et les climatiseurs. D'accord. La deuxième partie de votre activité, c'est Citergy. Vous connaissez Marie-Claire Citergy? Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Honnêtement, j'ai beaucoup appris. Qui accompagne les collectivités locales et les entreprises dans leur politique environnementale et de maîtrise énergétique. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Citergy? Citergy, il faut le voir comme un processus d'amélioration continue de la politique énergie-climat des collectivités. Donc, l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique et écologique, va proposer un accompagnement via l'aide d'un conseiller, Citergy, aux qui est collectivités accrédité locales. aux collectivités locales. Alors, c'est les collectivités qui le sélectionnent sur appel d'offres. Et ensuite, il va les accompagner sur des périodes de 4 ans. Et si la collectivité a atteint certains paliers, elle dispose d'un label qui lui est remis pour 4 ans. Et nous, on fait ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, je dis souvent, on fait la petite main de l'ADEME pour faire tourner l'ensemble de ce réseau, puisqu'il y a plus de 200 collectivités françaises et plus de 60 conseillers. Si vous voulez réagir, Marie-Claire, à ce qu'on dit, vous pouvez. Non, mais allez-y, je vous écoute, effectivement, mais c'est... Alors, la troisième chose, alors là, je suis sûr que ça va faire réagir Marie-Claire, c'est ce qu'on appelle les plans climat territoriaux. Oui.
Alors, dites le sigle. Donc, le l'acronyme. sigle complet, c'est PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale. Puisque C'est obligatoire pour les collectivités de plus de 20 000. Voilà. Quand on a plus de 20 000 habitants, on est ce qu'on appelle un obligé du point de vue du plan climat. Donc, un plan climat, en fait, on va faire un bilan des consommations et des émissions de gaz à effet de serre. On fait une espèce de photo à un instant donné. Et puis ensuite, on va faire une stratégie, une vision. On va faire comme un film pour aller à échelon. Aujourd'hui, on est en 2021, 2025, 2030, jusqu'à 2050. Et puis, on va regarder comment on peut à la fois limiter les consommations d'énergie, développer les ressources du territoire via les énergies renouvelables, limiter les pollutions atmosphériques et limiter aussi les émissions de gaz à effet de serre sur ce territoire. Alors, pour terminer, avant une petite pause musicale, on dira aussi que vous êtes présidente de l'ASDER, qui est Oui. une association de salariés sur Chambéry, Oui. avec une trentaine de salariés, Oui. qui gèrent notamment les points info énergie. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose sur les plans climat Marie-Claire, on en parlera tout à l'heure. Oui, si vous voulez, on reviendra dessus. Effectivement, le plan climat, on va dire que c'est un document réglementaire, c'est vrai. Oui. Et c'est, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un des premiers propos d'Anne. Je l'ai bien dit, il me semble nécessaire effectivement qu'à l'échelon national, voire européen, on ait des réglementations qui s'imposent à tous. Et le plan climat fait partie des documents officiels qui s'imposent dans les territoires, que les territoires doivent mettre en œuvre. Ceci dit, ça existait déjà. Il existait les plans climat-énergie territoriaux. La notion d'air a été rajoutée. Parfois, malheureusement, il s'agissait peut-être de plans climat qui sont restés de simples documents rangés au fond d'un tiroir, ce qui était bien malheureux. Et aujourd'hui, en fait, le PCAET, le nouveau plan climat-air-énergie territoriale, il introduit des enjeux et des nécessités de résultats, avec des objectifs qui doivent être chiffrés et qui, au bout de 6 ans, sont publiés pour voir jusqu'où on est allé et si on a été capable, en tant que collectivité, de porter cette politique. Ça ne veut pas dire non plus, puisque c'est une réglementation qui relève des agglomérations ou des collectivités de plus de 20 000 habitants, ça ne veut pas dire que tout doit être fait par la dite collectivité. La collectivité qui porte le plan climat est, on va dire, le porte-étendard de la nécessité d'y aller. Mais s'il n'y a que l'agglomération qui y va, si les communes n'y vont pas, si le monde économique n'y va pas, si le monde associatif n'y va pas, on n'y arrivera pas. D'accord. Moi, je dis que la collectivité est le chef d'orchestre. C'est ça. Elle est celle qui fait la mise en musique des actions. C'est très bien. Ça tombe très bien, puisque la musique va nous conduire à une chanson. Merci, mesdames. On se retrouve dans quelques minutes pour présenter Marie-Claire. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Rebonsoir pour la deuxième partie de l'émission Un jour à Lac, un entrepreneur. Et nous sommes toujours sur le thème de l'écologie appliquée à l'économie ou l'économie appliquée à l'écologie. Donc nous sommes toujours avec effectivement Anne Rial, qui est la responsable, la gérante de l'agence Rial. Et nous sommes aussi avec Marie-Claire Barbier. Qui ne vous connaît pas, Marie-Claire ? Pas grand monde, hein. Je ne sais pas, je dirais pas ça. Et je croise beaucoup de gens qui ne me connaissent pas quand même. Vous êtes quand même connue, puisque on rappelle que vous êtes maire de Chindrieux depuis 2009, avec la charge aussi au niveau de Grand Lac de l'environnement. Vous êtes vice-présidente à l'environnement, au lac et au climat. Alors c'est étonnant d'ailleurs cette dénomination, lac et climat. Je trouve qu'elle est rare, non ? Je ne sais pas si elle est rare. Bon, il n'y a peut-être pas des lacs de partout aussi, pour rajouter le lac. En fait, très exactement, c'est environnement, lac, climat et transition énergétique. Ah, voilà. Donc, cette notion de transition énergétique qui est complètement liée au climat, évidemment, on ne peut pas la dissocier de l'environnement, en fait. Oui, parce que vous avez été très tôt dans les intercommunalités liées, dès 2009, à la Comcom de la Chautagne. Vous aviez déjà les déchets, je crois. C'est exact. Alors, c'est vrai que j'étais à l'époque vice-présidente chargée de l'environnement et du développement durable. Et à l'époque aussi, dans nos petites collectivités, nos petites communautés de communes, l'essentiel de la charge était la gestion, la valorisation des déchets. Qui étaient, oui, parmi les compétences obligatoires de base.
tout à fait. D'accord. Mais vous êtes aussi impliqué professionnellement, hein, puisque au-delà de vos divers mandats, vous travaillez dans une association. C'est une association? Non, c'est une institution Alors voilà, je préfère. Alors interdépartementale. vous allez citer le nom parce que sinon je vais encore me faire houspiller. C'est l'entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication. Vous en êtes la directrice adjointe C'est ça, tout à fait. et vous y travaillez depuis les années 90. Oui, à peu près. Donc quand même, je trouve que vous êtes particulièrement qualifié pour l'environnement. Hein. Alors, c'est vrai que cette institution, elle consiste à limiter la prolifération des moustiques et leurs nuisances. Donc, je dirais qu'à la base, même à la genèse, c'était plutôt pas très écologique, pour dire les choses, parce que les produits utilisés ne l'étaient pas, même pas du tout. Sauf que les élus de l'époque ont très vite fait prendre des orientations, puisque c'est une institution publique, donc c'est géré avec un conseil d'administration composé de conseillers départementaux. Mhm. Et donc, très vite à l'époque, les élus ont fait prendre des orientations beaucoup plus écologiques aux missions de l'entente, avec notamment le développement d'usage de produits moins rémanents pour tout ce qui est faune et flore voisine et familière aux moustiques. Et c'est vrai que très tôt, on a été placé comme une des institutions d'entente interdépartementale pour la démoustication qui ont été les plus proches de la recherche de l'évitement en matière, en matière environnementale. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé au milieu des années 80 par la décision de l'État, du ministère de l'Environnement à l'époque, de confier la gestion de la réserve naturelle du Marais de Lavour, dans l'Ain, à l'entente interdépartementale. Donc c'est vrai que par le biais de ce service-là, je suis au milieu de collègues qui, eux, sont très impliqués sur le volet environnemental, sur cette question de la gestion environnementale. Et j'imagine que, de près ou de loin, petit à petit, au fil du temps, ce milieu professionnel m'a certainement imprégné sur le sujet. Vous êtes particulièrement qualifié sur l'environnement. Et pour terminer, vous êtes aussi vice-présidente du conseil départemental de la Savoie, en charge des collèges, où là aussi il y a des problématiques liées à l'environnement. Disons que le patrimoine immobilier du département, c'est pour une très grosse partie les collèges. 38 collèges, je crois. On a 38 collèges, on en gère 37 très exactement, puisqu'il y a une cité scolaire gérée par la région. Et évidemment que comme toute collectivité publique qui a du patrimoine immobilier vieillot, vétuste, on a forcément la question qui se pose de mettre à niveau l'ensemble de ce patrimoine. Bon. On a des collèges des années 70, ce sont de véritables passoires thermiques, on sait tous la typologie de ces bâtiments. Et le département, dans ce mandat, a mis en œuvre un plan pluriannuel d'investissement de plus de 140 millions d'euros. Sur le plan environnemental aussi ? Est-ce que vous essayez d'avoir des panneaux solaires ou mais je dirais la grosse moitié ou les 2/3 du plan pluriannuel d'investissement dans les collèges, il est lié à la réhabilitation thermique. Est-ce que vous avez en tête ce montant ? Parce que qui dit derrière réhabilitation dit marché pour les entreprises locales. C'est simple, en ce moment, c'est 145 millions d'euros. 145 millions d'euros. Au début, quand on a lancé le plan, c'était 90 millions d'euros. Et puis, au fur et à mesure qu'on va au cœur du sujet, et vous nous dites que on fait évoluer les 2/3 de ces 145 millions sont liés à la rénovation énergétique. C'est-à-dire plus de 100 millions d'euros. Quoi. Oui. C'est énorme. Oui. Et ça, c'est du travail pour les entreprises locales. Vous faites, je sais que les marchés publics ne doivent pas être que réservés aux entreprises locales, que c'est illégal dans les cadres des marchés publics, mais il y a quand même un gros impact sur les entreprises locales. Mais bien sûr. Comme vous le dites, dans le respect des règles de marché public, mais dans lesquelles on peut aussi aujourd'hui intégrer des critères environnementaux, comme il existe des critères... Les clauses environnementales. Les clauses environnementales, comme il existe des clauses sociales. Sociales, oui. Qui nous permettent aussi d'être, on va dire, plus dynamiques sur notre volonté affirmée d'aller vers cette réhabilitation plus. Et Anne, vous travaillez dans ces plans d'accompagnement énergétique des collectivités locales vers les entreprises, vers les travaux ou pas ? Alors on peut, oui. C'est des choses qu'on
qu'on peut faire, on peut travailler sur le cahier des charges. En particulier, vous avez parlé des aspects environnementaux, critères environnementaux sociaux, puisqu'on a quelqu'un chez nous qui est consultante Lucie, donc on peut effectivement travailler sur le cahier des charges. On peut travailler avec les maîtres d'ouvrage, donc avec le département ou les communes pour définir les objectifs aussi. Et puis, on a une petite activité, puisqu'on a une archi dans l'équipe, une architecte, on a une petite activité dans les équipes de maîtrise d'œuvre, donc dans ceux qui font de la rénovation. On avait fait, par exemple, la rénovation d'une école à la Tour de Salvani, qui était à la fois une rénovation de l'existant et puis une extension de l'école, puisque la commune avait de plus en plus d'enfants. Alors, je vais vous poser une question à toutes les deux, parce que moi, je viens de l'Est de la France, et l'éolien est très développé. Et ici, ou alors je n'ai pas bien vu, sur le Grand Lac, ou en tout cas en Savoie, il y a peu d'éolien. Est-ce que c'est normal, toutes les deux? Alors, c'est une question, parce que moi, j'étais habité à... C'est pas les zones en France où il y a le plus de vent. Voilà. Ah, c'est Donc, c'est pas identifié. C'est pas identifié. On a des cartes de vent qui sont pas très bonnes, en fait, avec des vitesses de vent qui sont pas très rapides. On est en dessous facilement de 7 mètres par seconde, donc ça a peu d'intérêt. On pourrait en avoir, puisque souvent on a du vent quand on a des crêtes ou des cols, mais on peut être loin du réseau. Donc dans ce cas-là, c'est plus cher pour avoir des éoliennes et ensuite pour remettre le courant sur le réseau. Et puis sinon, on pourrait en avoir au niveau des stations, mais c'est pareil. En fait, la Savoie a développé la grande hydraulique, mais pas l'éolien pour l'instant. Mais ça viendra peut-être. Mais la Savoie est recordman sur l'hydroélectricité, avec les barrages. Alors, sur le véolien, en ce qui concerne Grand Lac, en fait, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, identifie un seul territoire sur notre territoire de Grand Lac qui pourrait éventuellement accueillir de l'éolien sous réserve d'études un peu plus poussées. C'est le nord de la Chautagne, mais sur les hauteurs, c'est-à-dire en haut du Clergeon. Vous pouvez citer une commune ce serait entre les communes de Ruffieux, Serrières, Meaux et Moy en Haute-Savoie. Mais on parle bien d'être sur la cime du Clergeon, donc plus finalement tourné sur le côté haut-savoyard. Il faut quand même bien avoir en tête que pour l'éolien, il y a aussi d'autres contraintes qui sont très importantes, notamment les radars liés à la zone de l'aéroport. Donc il faut être conscient que l'éolien, pour être installé, ça nécessite que l'espace soit débarrassé de toute contrainte. Donc, c'est pas évident non plus à... Alors, Jean-Pierre Germain qui espérait qu'à la Chambotte, on puisse mettre une éolienne, non, ce ne sera pas possible. C'est pas identifié comme tel, effectivement. C'est plus au nord. Je n'espérais pas ça du tout et je suis pas sûr que les gens de Chindrieux soient vraiment contents. Non, mais de toute façon, en Savoie, on a quand même des montagnes. On n'a pas assez d'espace comme les plaines de l'Est ou même du centre de la France ou de l'Ouest où c'est un petit peu plus plat et où on peut mettre des éoliennes plus facilement. Mais peut-être qu'un jour, on pourra imaginer du micro-éolien, Bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui peut-être peut se développer à terme. Alors, ce qui se travaille actuellement, c'est aussi de l'éolien avec des vitesses de vent plus basses et donc des machines qui tourneront sur des zones éventuellement comme la Savoie avec des vitesses de vent un peu plus faibles. Ce qu'on a sur la vallée du Rhône, par exemple. Il y a l'éolien en mer, il n'y aura pas l'éolien dans le lac. Non, ça c'est une boutade, non. Non, je plaisante. Je voudrais qu'on aborde maintenant le plan climat-air-énergie territorial, qui est un petit peu ce que va faire une intercommunalité, effectivement. Est-ce que vous pouvez en parler Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux habitants de Grand Lac d'avoir ce plan climat-énergie territorial, PCAET? Alors, c'est quoi d'abord, Anne, ce PCAET? Comment on peut le résumer? On peut dire que c'est une photo et derrière un film, donc une photo de vos consommations d'énergie, de vos émissions de gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques. Aujourd'hui, on y inclut aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure des moustiques, l'avancée des moustiques tigres, puisque maintenant, le plan climat, il travaille à la fois sur la partie, on va dire, l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire comment on va limiter les émissions de gaz à effet de serre, et puis ça travaille aussi sur la partie de l'adaptation au changement climatique. On sait qu'on va aller vers des températures de plus en plus élevées en été, qu'on va avoir plus de périodes de canicule, qu'on va avoir des modifications dans la pluviométrie, etc. Donc, on va aussi travailler pour pouvoir s'adapter. On parlait tout à l'heure de On anticipe les changements qui sont dus au changement climatique. Et donc, on parlait tout à l'heure de la rénovation des lycées.
Si on est aussi dans une optique de sobriété, on pourrait se dire qu'un lycée ou un collège, pour le département, il peut aussi servir à des activités de centre aéré pendant les vacances, etc. Il peut servir en été aussi, plutôt que d'avoir un autre bâtiment. Donc, on va économiser de la ressource des bâtiments en mettant plusieurs choses au même endroit. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nos collèges, il faudra aussi qu'on les protège contre les surchauffes en été. Donc là, le plan climat, il peut aller jusqu'à dire, on va travailler aussi sur le confort d'été des bâtiments avec des protections solaires qui seront à l'extérieur des bâtiments, des fenêtres, pour que la chaleur ne rentre pas. On va isoler tout ce qui est toiture, plafond, parce que c'est comme ça aussi qu'on se protège. Voilà, donc le plan climat, il peut à la fois être sur la limitation des consommations des émissions et puis sur comment on s'adapte. Et entre autres, comment on s'adapte, par exemple, au moustique tigre, qu'est-ce qu'on fait sur la gestion de l'eau. Il va jusque-là. Nous, on a travaillé sur Annonay-Rhône-Aglo, où on travaillait avec l'Agence régionale de santé sur cette question des moustiques tigres, puisqu'ils suivaient la remontée des moustiques par la vallée du Rhône vers Annonay. Marie-Claire, le PCAET pour Grand Lac, c'est quelle action concrète? Alors, en fait, il y a 3 objectifs chiffrés dans le plan climat. C'est la baisse des gaz à effet de serre, la baisse de la consommation énergétique, parce qu'on le dit peut-être pas assez, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et l'augmentation des énergies renouvelables. Et en fait, il y a un ensemble de mesures qui sont dans le plan climat de Grand Lac, on va dire sectorisées sous quelques grandes thématiques. Donc, il y a l'administration exemplaire, dans laquelle, au total, on a 134 fiches actions dans ce plan climat. C'est un petit peu, on va dire, une liste à la Prévert, parce que forcément, il s'agit de prendre toutes les actions et de les agglomérer. Pour le mettre en œuvre, on a fait beaucoup de concertations. Donc, on a eu beaucoup de réunions pour poser les diagnostics et pour prendre les idées aussi. C'est vrai que finalement, on a fait une convention citoyenne avant la convention citoyenne à l'échelle de notre territoire, mais c'est aussi le but, de concerter, d'échanger à la fois avec le monde économique, les sociopros, les habitants, les agriculteurs. Enfin voilà, on a vraiment cherché à être dans des thématiques et auprès de publics différents les uns des autres pour essayer de collecter. Quelle décision visible par les citoyens, le PCAET de Grand Lac? Donc, je vais y venir. Donc, je vous ai parlé de l'exemplarité des collectivités. On a aussi une thématique évidemment autour du bâti. Oui. Et dans le bâti, on a 2 grands points. On a le bâti nouveau, les nouvelles constructions, et l'ancien. Dans le bâti nouveau, on a par exemple mis en œuvre, et ça c'est effectif, dans la réalisation de nos PLUI, l'obligation d'intégrer au minimum 32% d'énergie renouvelable dans toute construction nouvelle. On construit une maison sur Grand Lac. On est obligé, on doit s'organiser et montrer au moment du dépôt du permis de construire qu'on a mis en œuvre au minimum 32% d'énergie renouvelable. D'accord. Qui sera porté à 50% dans 5 ans. Et comment on fait ça? Par l'isolation par l'extérieur, oui, par un mode de chauffage adapté, un système de ballons d'eau chaude adapté avec du solaire, par une orientation organisée aussi pour profiter du soleil en été, de l'ombre en hiver. Enfin, bon, voilà. Il y a un ensemble de mesures possibles pour atteindre ce niveau-là. D'accord. Et sur les constructions existantes, sur la rénovation, c'est là où on a un énorme travail à mettre en œuvre auprès des particuliers. On a on a estimé une enveloppe de plusieurs millions d'euros pour accompagner en fait l'ensemble de nos citoyens par le biais de subventions pour les aider, pour donner un coup d'accélérateur à cette transition. J'habite un logement dont je suis propriétaire sur Grand Lac. Je peux avoir une aide financière pour rénover? Je pourrais avoir une aide financière, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on met en œuvre? On n'arrive pas juste à Grand Lac. Voilà, il faut qu'on mette en œuvre les choses parce qu'il faut aussi accompagner les gens du début à la fin. Et on est en train de créer à Grand Lac, qu'il existe parfois ailleurs et qu'on n'avait pas encore mis en œuvre, c'est la PTRE, la plateforme territoriale de rénovation énergétique, qui va permettre à travers les points info énergie.
Voilà, c'est une forme de transformation du point info énergie avec des conseillers. Qui aura un premier niveau. D'ailleurs, en Savoie, on a la particularité que le département s'est emparé aussi du sujet pour éviter qu'il y ait des territoires un peu moins solides pour mettre en œuvre tout ça et que tous les Savoyards soient au même niveau d'information et d'aide sur le sujet. Et donc, il y aura un premier niveau, de conseil qui sera le même et mis en œuvre par le département, d'ailleurs avec l'ASDER. Je crois que ce n'est pas un secret que de pouvoir dire que l'opérateur de ce premier niveau sera officiellement l'ASDER pour tous les Savoyards. Que préside Anne. Tout à fait. Et derrière, les niveaux suivants d'accompagnement seront une prise en charge. On prend nos habitants par la main et on les accompagne pour construire leurs projets, pour les aider, pour les conseiller, pour les orienter, pour éventuellement leur trouver d'autres financements complémentaires, etc. etc. Marie-Claire, il y a aussi dans ce plan climat une implantation une déclinaison pour les entreprises ou pas? Oui, alors il y a... Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Parce qu'on est dans une émission économique. Alors, dans les fiches actions, si vous voulez, on a différents publics. Donc là, sur cette question-là, je vous ai cité tout ce qui était lié à la rénovation des habitats, de l'habitation. Mais il y a un ensemble de mesures qui sont plutôt en direction des entreprises, de l'agriculture, sur lesquelles l'objectif est aussi d'accompagner en fait, le monde économique vers la transition énergétique. Soit également par le biais de conseils, soit par le biais si vous voulez, de groupement de commandes, de massification des projets pour les porter ensemble auprès de financeurs que sont l'Europe et qui parfois, pour pouvoir être accessibles, nécessitent de démultiplier, porter ensemble des projets parce que sinon, le petit entrepreneur local avec son projet, il est en dessous des niveaux qu'on peut porter à l'Europe. Vous voyez, il y a un ensemble comme ça d'actions concrètes qui iront en direction de tous les publics. Je voudrais aussi vous interroger sur le CISALB, parce qu'on ne le connaît pas, enfin moi je ne connaissais pas la structure, mais elle aide à améliorer la qualité de l'eau. Et l'eau, ça permet une économie. Hein. Les activités aquatiques, par exemple, sur le lac, le transport maritime, les bateaux, etc. Quelle est l'action environnementale du CISALB pour l'eau? Alors, elle va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ce sujet. Au départ, le CISALB a été créé quand les élus et les scientifiques ont fait le constat que le lac se trophisait. Donc, il se chargeait trop parce que tout l'assainissement, on va dire, il n'y avait pas d'assainissement. Donc, tout ce qui était rejet de nos sociétés finissait dans le lac et ça finissait par le trophiser. Donc, plus d'air, trop de matière, plus de poissons, plus de vie, etc. Donc, les élus, à l'époque, ils ont été quand même très ambitieux pour l'époque parce qu'ils se sont associés, Grand Lac, Grand Chambéry, tous les élus du bassin versant du lac du Bourget. Il y a le Haut-de-Savoie aussi, non? Alors, il y a une partie... Je savais que je ne m'étais pas assez renseigné. Hein. Il y a une partie de cours d'eau du secteur Rumilly, Terre de Savoie et du secteur Grand Annecy, dont le morceau de cours d'eau se rejette dans nos propres cours d'eau qui, eux, se rejettent dans notre lac. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont décidé de mettre en œuvre un assainissement digne de ce nom, de créer une galerie de rejet des eaux usées, purifiées, en passant sous le tunnel, sous la chaîne de l'Épine, pour rejeter dans le Rhône, pour rejeter de l'eau propre. Parce que pendant tout ce circuit, l'eau, les effluents se purifient. Donc, fort de cette, on va dire, de cette expérience, de cette compétence, le CISALB, au fil des décennies, a massifié son savoir-faire autour de la gestion des eaux du lac pour être aujourd'hui un EPAGE, un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin versant du lac du Bourget. Donc, son action ne se limite pas à gérer les eaux du lac et toutes les activités autour des eaux du lac, mais également les rivières. Toutes les rivières qui vont dans le lac, qu'elles viennent de Grand Chambéry,
de Grand Lac ou des secteurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et l'idée, c'est que le lac soit le plus propre possible et qu'on respecte l'environnement. Alors, du coup, derrière, qu'est-ce qu'il y a en termes de compétences aussi au Cisalpes? C'est la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, parce qu'il ne faut pas oublier que ces rivières, à cause du changement climatique, elles sont parfois devenues très capricieuses. Et on voit bien comment, actuellement en France, on voit d'autres secteurs qui en pâtissent. Mais on a connu des épisodes comme ça et on sait qu'ils peuvent se reproduire. Donc, il faut organiser la résilience vis-à-vis de ces événements climatiques. La gestion des milieux aquatiques, la protection contre les inondations aujourd'hui ne va pas sans la gestion des milieux aquatiques parce que c'est la biodiversité et l'eau, c'est la vie, je le rappelle. Et l'autre grande thématique qui est une des compétences fortes du Cisalpes, c'est la gestion de la ressource en eau. Tout simplement la gestion de la ressource en eau. Donc on est bien au cœur du sujet. Et là, il y a effectivement toute une activité, toute une information, toute une prise en compte du sujet de la ressource en eau, que ce soit parce que qui d'ailleurs parfois peut venir en contradiction avec la transition énergétique, notamment, vous voyez, tout ce qui est, vous avez évoqué tout à l'heure l'hydroélectricité. Oui. L'hydroélectricité, à un moment donné, elle s'installe dans des petits cours d'eau. Il faut qu'il y ait suffisamment de débit dans nos cours d'eau pour organiser cette énergie renouvelable. Aujourd'hui, nos cours d'eau commencent à perdre du débit. Ils ont de moins en moins de débit. Donc, vous voyez qu'il y a les sujets sont extrêmement liés les uns aux autres. De faire connaître l'activité du Cisalpes, mais qui a aussi un impact économique. Avant la deuxième coupure musicale que nous allons avoir, puisqu'on approche déjà de la deuxième demi-heure, les 2/3 de notre émission, et on accueille Nicolas Chaton, qui va intervenir après la pause. Alors Nicolas Chaton, je travaille avec lui tous les jours. C'est notre spécialiste de l'environnement. Il est ingénieur en environnement. Bienvenue Nicolas. Bonjour à tous. Alors Nicolas, je vous présente Madame Rial. Je pense que vous allez bien vous entendre parce qu'elle est aussi ingénieure en énergétique. Je pense que vous aurez plein de choses à vous dire hors micro. Et donc, je voulais vous faire réagir avant la coupure, sur lequel après interviendra Nicolas sur la partie conseil énergétique aux entreprises artisanales, sur les marchés de la rénovation énergétique dans le bâtiment. Les organisations professionnelles que vous connaissez, qui sont la CAPEB, qui sont la Fédération du bâtiment, disent que c'est un marché extraordinaire pour les 20 ans qui arrivent. A priori, d'après ce que j'ai lu, il y a à peu près 470 000 logements qui sont rénovés sur le plan énergétique par an en France. Et les organisations professionnelles parlent effectivement de 200 000 emplois créés dans la transition énergétique vers le bâtiment. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Anne, de cette transition énergétique liée au bâtiment? Alors, je pense que ce qui est important, on utilise souvent l'expression qui est de tuer le gisement. Quand on rénove un bâtiment, que ce soit un collège ou une maison, je pense qu'il est vraiment important de faire ce qu'on peut de mieux à chaque fois et pas de prendre des demi-mesures. Donc, par exemple, si on isole un logement, c'est mieux de l'isoler par l'extérieur si on peut, et c'est mieux d'aller mettre 20 à 30 cm que juste les 7 à 10 qui peuvent être réglementaires. Parce que si on a sur des bâtiments qui sont très consommateurs, on peut être à 450, voire plus kilowattheures par mètre carré. Ce qu'on peut construire de mieux pour être dans du logement dit passif, donc qui n'a plus besoin de chauffage, on peut descendre à 50 kWh par mètre carré. Donc, vous voyez qu'il y a un énorme gap. Et donc, si on fait les choses à moitié... Gap, c'est quoi ? Un énorme écart entre les deux. Si on fait les choses à moitié, on va ce qu'on appelle tuer le gisement. Donc, c'est vraiment important quand on rénove de le faire le mieux possible. Donc, il y a les questions d'isolation. Il y a aussi les questions de toutes les fuites. Et donc maintenant, on a des outils qui sont des portes soufflantes ou des fenêtres soufflantes pour vérifier qu'on a bien posé l'isolation, qu'on a bien calfeutré par rapport à toutes les fuites qu'on peut avoir, qui sont une des causes aussi des déperditions énergétiques. Et il faut que les entreprises aillent vers ces marchés. Alors, moi, je trouve que c'est mieux, oui, qu'effectivement, si on le fait, il faut le faire bien. Tout à l'heure, on a parlé de l'ASDER. L'ASDER assure de la formation aussi, en plus de son rôle d'espace info-énergie. Elle est aussi un centre de formation, là au niveau national, pas juste au niveau départemental, où elle apprend à des artisans à se former justement pour être performants sur la rénovation énergétique. Donc, il y a à la fois des changements de méthode pour les artisans
Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses que certains savent déjà faire, qui savent déjà même bien faire. Et ça s'applique à toutes les postes de déperdition d'un logement. Et ça s'applique aussi pour le neuf. Quand on construit, on peut aussi faire un test de performance du bâtiment pour vérifier comment il a été construit. On peut, quand on est en cours de construction, par exemple, je pense à l'auberge de jeunesse de Grenoble, on avait fait un test de caméra thermique. L'ASDER peut en prêter aussi, si vous voulez. On peut faire un test de caméra thermique pour voir si l'isolant a été bien posé. Et nous, il y avait un ouvrant qui avait été mal fait, trop grand. Ensuite, ils avaient calfeutré derrière, mais ils n'avaient pas isolé. Et le test avec la caméra thermique, on voyait la zone où il n'y avait pas d'isolant, en fait. Et donc ça permet, en cours de chantier, de réintervenir. Alors, ça peut augmenter un petit peu le prix, mais en même temps, quand on travaille bien, déjà, on est quand même plus content de son travail. Et puis, au bout d'un moment, on a pris l'habitude et on travaille aussi. Ça coûte combien ? Je fais une maison de façon classique. Bon, on sait que maintenant, à Grand Lac, c'est 32%, voire 50% de consommation par les énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a un surcoût du bâtiment peu énergétique ? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon joker de la soirée en vous disant, est-ce que vous avez une baignoire et est-ce que vous avez calculé le surcoût de votre baignoire par rapport à votre douche ? Je pense que vous ne l'avez pas fait. Je pense qu'il faut aussi vous répondez à ma question tout en voulant pas répondre. Hein. Ça peut coûter un peu plus en termes d'investissement. Ensuite, il faut regarder ce que ça va coûter en termes de fonctionnement. Donc, on va travailler en coût global sur la durée de vie de votre bâtiment, sur le fait qu'aujourd'hui, on ne va plus pouvoir vendre ce qu'on appelle les passoires thermiques. On ne pourra plus les louer. Donc là, il y a aussi... Ça va vers une réglementation de plus en plus exigeante. Oui, parce qu'on voit bien les effets du réchauffement climatique. On voit bien les températures qui augmentent. On a pris 2 degrés à Annecy, je ne sais pas, mais ça doit être pareil quasiment à Aix-les-Bains. On parlait tout à l'heure, Madame Barbier parlait tout à l'heure des pluies exceptionnelles. On a des crues centennales qui reviennent, non pas tous les 100 ans, mais maintenant tous les 20 ans ou tous les 30 ans. Donc voilà, ça m'ennuie toujours de donner un surcoût parce qu'on va concevoir ma question différemment. était un peu piquante. Vous savez que c'est tout on va concevoir différemment. On va réfléchir à finalement quelle est la bonne surface dont on a besoin. Et puis, quels sont effectivement les équipements dont on a besoin. Peut-être qu'il ne faut pas mettre 3 salles de bain. Je n'aurais pas dû mais vous qu'il poser faut en la mettre question. une. Je sens que ça vous a énervé un peu. Non, Marie-Claire voulait réagir. Juste pour compléter les propos d'Anne, je crois qu'aujourd'hui, au coût financier, il est indispensable d'ajouter le coût environnemental des choses. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait gagner à l'environnement avec les efforts qu'on met en œuvre, hein. Il faut quand même mettre aussi cet élément dans la balance. Puisque une consommation d'énergie avec du panneau solaire ou autre fait baisser le prix. De toute façon, en coût de fonctionnement, derrière, c'est ça qu'il faut... Enfin, aux personnes qui ont besoin de regarder le volet économique des choses, il faut vendre le coût de fonctionnement derrière qui est bien moindre. Et puis, il y a aussi des aides publiques. L'objectif est effectivement de voir comment on met en œuvre des aides publiques pour servir de levier pour que la décision soit prise. D'accord. Est-ce qu'il y a des aides au niveau de Grand Lac permettant aux gens de rénover leur logement ? Il y en a qui sont décidés dans le plan climat à travers la PTRE, la fameuse plateforme de rénovation énergétique dont nous avons parlé. Il y en a aussi, alors il y a quand même un des pans du PCAET qu'on n'a pas évoqué, c'est la mobilité, hein, qui a aussi un nombre d'actions extrêmement important. Nicolas en parlera tout à l'heure. C'est quand même le deuxième après le bâti. Le transport est le deuxième consommateur d'énergie. Donc, il y a évidemment, à travers le plan de déplacement urbain de Grand Lac, un certain nombre d'actions qui vont vers la transition énergétique, avec la façon dont on peut mettre en mode, en musique, les moyens de déplacement en 2 roues plutôt que le 4 roues. Ça veut dire construire des infrastructures qui permettent aux vélos d'être plus à l'aise sur nos voiries. Ça veut dire aider financièrement à l'achat de vélos, de VAE, de vélos électriques, etc., etc. Et là, ce que je vous dis là, c'est 10% du programme. Merci Marie-Claire, merci Anne. Et on fait une petite coupure musicale de quelques minutes et après on passera la parole à Nicolas qui nous dira ce qu'on peut faire pour les artisans sur le plan environnemental. Avec plaisir et à tout de suite. Merci. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Bonsoir, nous sommes sur la 3e partie de l'émission Un jour un lac, un entrepreneur sur le thème de l'environnement et de l'économie. Nous sommes avec Marie-Claire Barbier,
qui est maire de Chindrieux, vice-présidente de Grand Lac en charge de l'environnement. Nous sommes aussi avec Anne Rial, qui est la gérante et fondatrice de l'agence Aéré, qui conseille les collectivités locales et les entreprises sur effectivement les énergies renouvelables. Et nous sommes avec notre troisième invité, Nicolas Chaton, mais qui nous a déjà dit bonsoir. Tout à fait. On se voit un peu tous les jours. Hein, on se voit régulièrement. On se voit régulièrement. Nicolas Chaton est conseiller en développement durable et j'ai trouvé qu'il avait toute sa place dans l'émission de ce soir puisque c'est un passionné d'environnement. Il le vit même lui-même. Hein. Je le vois. Hein, il vit sa passion et sa profession. Il conseille donc les entreprises artisanales sur le développement durable. Qu'est-ce que peut attendre d'une chambre de métier les artisans sur le plan du développement durable? Qu'est-ce que vous pouvez les aider à faire sur ce domaine? Alors, vaste question. Rapidement, alors. Alors, rapidement. Bon, ça fait que vous l'avez rappelé, hein, ça fait maintenant 20 ans que j'accompagne des entreprises artisanales sur la thématique de l'environnement, notamment. Et alors, qu'est-ce qu'on peut apporter aux artisans sur cette thématique? De multiples choses. D'abord, il faut les informer de choses qui ne sont pas toujours évidentes pour des chefs d'entreprise. Un artisan... Alors, j'aime toujours dire qu'un artisan, c'est l'homme orchestre. Parce que l'artisan, il est directeur de production, directeur commercial, directeur des ressources humaines. Et puis, il faut encore qu'il trouve le temps de se mettre une autre casquette de responsable environnement. Donc, l'amener à prendre le temps de se poser les questions, déjà rien que ça, c'est déjà parfois beaucoup. Donc ça, c'est notre première mission. Ensuite, on va pouvoir accompagner l'artisan sur des sujets qui lui semblent pertinents, parce qu'il n'a pas nécessairement les compétences en interne. Donc, on est là pour l'aider à mieux cerner, à mieux analyser, à mieux calibrer éventuellement un projet, aller chercher des ressources financières que lui n'a pas sur le moment, pour mener à bien des actions d'ordre environnemental sur la gestion de l'énergie, sur la gestion des déchets, sur la mobilité, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc voilà, le rôle d'une chambre de métier, c'est ça. Le rôle d'une chambre de métier, c'est aussi d'accompagner collectivement, quand c'est possible, les artisans, parce que, encore une fois, on a affaire à de toutes petites entreprises dont les moyens humains, techniques et financiers sont très limités. Et une des solutions est parfois de les amener à se regrouper, à mutualiser plusieurs artisans autour d'un même projet ou d'une même thématique. Et ce faisant, le nombre, la mutualisation fait qu'on arrive à faire des choses qui semblaient inaccessibles à l'artisan tout seul et à se doter de moyens qui finalement sont ceux des grands groupes, mais collectivement. Nicolas, est-ce que vous pouvez donner des exemples très concrets? Je suis coiffeur, je suis artisan dans le bâtiment. Qu'est-ce que je peux avoir avec vous? Est-ce que je vais économiser, par exemple, ma dépense énergétique? Alors, est-ce que je vais recycler mes huiles de vidange? Les huiles de vidange. Pour être garagiste. Ou nos huiles de friture pour les restaurateurs aussi. Bon, très simplement, alors je vais rentrer un petit peu dans les dispositifs que nous avons au sein de la Chambre de métier. On a des dispositifs, par exemple TPE, PME gagnantes sur tous les coups, qui est un dispositif de l'ADEME et qui vise à accompagner des entreprises sur un aspect environnemental, mais aussi économique. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est un changement qui a eu lieu il y a quelques années. Jusque-là, on avait une approche qui était assez moralisatrice de l'environnement en entreprise. C'est-à-dire que dans notre conseil, on voyait ce qui était réglementaire, pas réglementaire, les bons points, les mauvais points, quelque part. Bon, c'était une vision un peu datée des choses. Aujourd'hui, on a une vision à travers ces dispositifs qui est économique. Donc, si je vais voir un boulanger, un charpentier, un garagiste, la première chose que je vais faire, c'est lui demander ses factures. Ses factures d'eau, d'énergie, ses factures de déchets, de matières premières. Et on va commencer par travailler sur cette base. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur de l'environnement et de l'économique. On va dresser un état des lieux, un tableau de la situation environnementale et économique de l'entreprise. Et puis, on va voir où est-ce qu'on peut dégager des marges d'amélioration et où est-ce qu'on peut l'amener à travers nos préconisations à améliorer la situation environnementale, mais aussi à faire des économies. Donc, vous faites des diagnostics? Clairement, ce sont de petits diagnostics, oui, tout à fait. Donc, vous êtes tous les deux, Anne et
des femmes et des hommes de diagnostic. Oui, de fait, oui. Si on reprend l'exemple du coiffeur, typiquement, l'intérêt d'un coiffeur, c'est que les gens qui passent dans la rue puissent voir ce qui se passe dans le salon. Donc, ça veut dire qu'il y a une vitre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vitre qui soit à la fois efficace tout en donnant de la vue? C'est la même chose pour les boulangeries. Enfin, tous ceux qui ont des vitrines, il y a toute une problématique à traiter. Tous ceux qui laissent ouvert aussi, il y a toutes des problématiques à traiter, de rideaux, d'air chaud, etc. Puis ensuite, il y a tous les équipements qu'a le coiffeur. Est-ce qu'on peut choisir le plus efficace? Il n'y a pas des étiquettes énergie sur tous les sèche-cheveux, par exemple. Donc, juste leur dire que quand vous achetez un sèche-cheveux, quand vous achetez ça, comparez, réfléchissez. Et éventuellement, ça peut être un travail qui est fait en commun par les consulaires. Oui. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est dès le début de poser les choses. Voilà. Très souvent, l'énergie, alors on parlait juste de l'énergie pour le chef d'entreprise, ça se limite à en bas à droite de sa facture quelques fois par an. Il n'a pas réellement fait le lien entre ces différents équipements, son éclairage, son chauffage, etc. Donc, notre premier travail, c'est ça. C'est déjà de poser des ratios. Alors, je suis venu avec quelques ratios, par exemple, en coiffure. Alors, ça, c'est des ratios qu'on a bâtis avec mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes, des chambres de métier. À force de faire des diagnostics en entreprise, on consolide ces données, on se donne des ratios. En coiffure, puisqu'on en parlait, l'énergie, c'est à peu près 2,3% du chiffre d'affaires. C'est pas anecdotique. C'est pas neutre. C'est pas du tout anecdotique. Donc déjà de lui apporter cette connaissance-là, puis de lui dire ensuite que au sein de ces 2,3%, enfin, il y en a encore presque un tiers, juste un tiers, c'est l'éclairage souvent en coiffure. Voilà, ça lui permet de mieux cerner les choses et de mieux appréhender, de mieux se projeter dans d'éventuelles économies et d'éventuelles actions. Tous les trois, je voulais vous poser une question qui est un peu au cœur de l'émission de ce soir, c'est comment on peut conduire les entreprises à avoir une démarche éco-responsable. Alors, par leur pratique, mais aussi par leur marché. Comment on fait ça? Pardon, Anne. En fait, ça a démarré dans le domaine plus ou moins de l'automobile et de tous les donneurs d'ordre, où on a démarré avec les démarches de qualité, en fait, les démarches ISO de qualité. Quand on avait des marchés, alors c'est plutôt en Haute-Savoie qu'en Savoie, mais on a pas mal de sous-traitants du monde automobile et ils ont été obligés, les petites entreprises, que ce soit du décolletage, que ce soit SNR, etc., ils ont été obligés d'avoir des cahiers des charges sur la qualité pour ceux à qui ils fournissaient. Donc souvent, ces questions de qualité, d'économie d'énergie, ça peut venir des donneurs d'ordre qui vont demander d'avoir, parce qu'en fait, on travaille mieux quand on travaille bien avec les normes ISO de qualité. Donc ça, c'est un moyen, c'est ce qui peut venir de l'extérieur. Après, ça peut être aussi des contraintes qui viennent de l'État ou de l'Europe, où on dit qu'il faut améliorer tel et tel point, il y a tel et tel équipement qui sont interdits parce qu'ils sont trop consommateurs, trop polluants, etc. Et ensuite, il y a aussi toute l'analyse, on parlait tout à l'heure du coût global, mais de se dire finalement, le plus simple, c'est l'éclairage. L'éclairage, on a tous intérêt à passer en LED. On a un investissement au départ et puis ensuite, on consomme tellement moins et on a fait tel progrès. Et ça dure plus longtemps. Et ça dure plus longtemps et puis on peut vraiment éclairer de manière ponctuelle. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui peuvent venir de l'extérieur. Puis ensuite, il peut y avoir l'envie de participer aux questions environnementales avec son outil de production et puis de le mettre en avant aussi quand on travaille. Marie-Claire, qu'est-ce que peut faire une collectivité comme vous avez en charge sur l'environnement pour inciter les entreprises à être éco-responsables? Alors, je peux vous donner 2-3 exemples concrets sur lesquels la collectivité Grand Lac s'est engagée. Je pense aux restaurateurs qui vont avoir bientôt la nécessité d'organiser leur propre filière pour ce qu'on appelle les déchets fermentescibles. Ça fait déjà plus d'1 an maintenant que le service valorisation des déchets de Grand Lac, sous la houlette de mon collègue Jean-Marc Drivet, maire de Bourdeau et VP en charge, et avec ses services, ont lancé des expérimentations de collecte de ce type de déchets. Dans les restaurants? Dans un certain nombre de restaurants, plutôt sur le secteur Bourdeau-Bourget. Donc, ils ont commencé avec une dizaine de restaurants. Donc, avec des tournées, on récupère tout ça et on emmène tout ça sur la plateforme, sur la plateforme pas de compostage, mais de fermentescible qui est située dans l'Albanais. Vous l'avez en tête? Non. Voilà, mais elle me reviendra, donc je la citerai. C'est pas moi qui pourrais vous aider. Hein. Et fort de cette expérience, cette année, c'est plusieurs dizaines de restaurateurs. Donc, on élargit le cercle
Et il y a un certain nombre de restaurateurs du territoire aixois qui sont aussi associés à la démarche. À un moment donné, on arrêtera, mais on lance l'expérimentation avec les restaurateurs volontaires pour aller vers cette démarche. Vous me disiez qu'il y avait peut-être une somme de 900 000 € qui serait mise à disposition aussi, hein, peut-être non, au niveau de Grand Lac. Ça, Non, c'est à nouveau pour la plateforme de rénovation énergétique. mais c'est lié. Alors, c'est autre chose. On est sur une autre action. Là, on était sur l'action bâtie. Oui. Là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est une action spécifique qui est Restauration. mise en œuvre liée aux restaurateurs. Il y a un autre sujet sur lequel l'agglo est aujourd'hui de plus en plus présente, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Parce que là, il y a aussi un gros travail à faire sur comment est-ce qu'on réutilise les matériaux. D'ailleurs, il y a le projet de déconstruction de ce qu'on appelle la barre de Marlioz, hein, cette énorme barre de logement qui est sur les hauteurs aixoises et pour lesquelles l'agglo, là aussi sous la houlette de Marie-Pierre Montaureau, VP déléguée à l'économie, et oui. Thibaut Guigues, qui a en charge la politique de la ville, on est en train de travailler avec le monde économique du bâtiment pour voir comment on va déconstruire et comment on va valoriser tout ça. Il y a un moment où les choses, elles se feront sans nous, mais la collectivité, son rôle, c'est de mettre le pied à l'étrier. Un impulseur. C'est d'impulser. D'accord. Nicolas, comment on amène une entreprise artisanale à avoir une démarche éco-responsable? Parce que d'abord, elle va vous dire que ça coûte cher. Alors, oui. Alors, Je suis un peu provoquant, mais non, mais vous le savez. Hein. Non, mais clairement, quand on pousse la porte d'une entreprise artisanale pour lui parler environnement, la première chose auquel pense le chef d'entreprise, c'est tiens, encore quelque chose qui va m'être imposé, qui va me coûter cher et qui me rapportera rien. Vous voyez, voilà. Ça c'est pas faux. Voilà. Ceci dit, nous, notre mission, c'est justement de leur donner envie. Alors, comment est-ce qu'on peut donner envie? On va susciter cette envie, soit en faisant miroiter les potentielles économies possibles, parce qu'il y a des économies possibles quand on arrête de gaspiller, quand on s'équipe mieux, quand il y a des choses à faire. Il y a aussi une façon de donner envie différente, qui est de mettre un petit peu quelque part les entreprises en concurrence. Voilà, quand on utilise alors des labels, ou quand je vous disais tout à l'heure qu'on calcule des ratios et qu'on positionne l'entreprise par rapport aux autres entreprises de son secteur. Je vous disais qu'un coiffeur, c'est à peu près 2,3% de son chiffre d'affaires, le coût de l'énergie. Si vous dites à un coiffeur, vous êtes à 5%, nécessairement, il va se poser des questions et il va se dire qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc ça, on l'aiguillonne un petit peu comme ça quand on peut. Et puis, oui, après, ça dépend aussi beaucoup de la volonté propre du chef d'entreprise. Est-ce qu'il a envie, lui, d'aller sur ces thématiques ou pas? On ne peut pas forcer les gens. La question, c'est aussi, est-ce que, bon, on a eu le Grenelle de l'environnement en 2007, on a eu la conférence de Paris en 2019, là maintenant on a le plan climat résilience qui est passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Conseil des ministres aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, dans vos différentes missions, que l'idée environnementale progresse au niveau des entreprises? Et si oui, comment? Anne? Oh bah oui, ça progresse. Moi, ça me semble évident, malgré tous les bémols qu'a évoqué voilà, Nicolas. Tout à fait. Malgré tous ces bémols-là, on le disait en début d'émission, ça fait partie d'un mouvement global de la société de prendre plus en compte l'environnement. Donc ça progresse. C'est un peu ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Ça progresse parce qu'il y a des réglementations qui font que ça doit progresser. Effectivement, on a d'abord commencé sur la question des déchets et les chambres des métiers, elles avaient souvent un chargé de mission qui était, ou les CCI, chambres de commerce et d'industrie, avaient souvent un chargé de mission qui était déchets. Et parce qu'il y avait des questions réglementaires à traiter. Et ensuite, ça progresse aussi maintenant de manière plus volontaire parce que j'ai presque envie de dire ça fait bien de traiter cette question-là. On s'est rendu compte que c'est important. C'est devenu la mode. Oui, non. Ça joue aussi dans... Nicolas me dit que non, il va nous dire pourquoi. Alors, c'est peut-être pas à la mode, mais on sait que ça permet aussi de s'améliorer si on a moins de déchets ou si on peut les valoriser. On a parlé de la valorisation de toutes les huiles de friture. Aujourd'hui, c'est peut-être collecté à prix nul, mais peut-être qu'un jour, on pourra les vendre. Peut-être que, voilà, il y a aussi le fait que, on dit souvent que quand on parle d'économie circulaire,
C'est en Autriche, au parc de Kanundork, où ils avaient déjà bien démarré, mais les déchets d'une entreprise peuvent devenir les ressources d'une autre entreprise. Donc, on a aussi des circuits d'économie circulaires, ouais, qui peuvent se mettre en place entre des entreprises où l'une va récupérer les déchets d'une autre pour en faire sa matière première. Et on est aussi maintenant avec les indices de réparabilité sur les appareils qu'on commence à voir apparaître. Réparateurs. Voilà, on va 100 000 artisans réparateurs. Ben, ça crée aussi de l'emploi, en fait. Tout à fait. Des Marie-Claire, activités. est-ce que vous, depuis les accords de Grenelle, ça fait quand même maintenant 14 ans, vous pensez que ça évolue au niveau des... Les élus locaux évoluent sur la question de l'environnement? Vous sentez aussi ce mouvement dans les entreprises Oui, auprès oui, de vos collègues? complètement. Alors, je voudrais rectifier tout à l'heure, j'ai dit dans l'Albanais, c'est l'entreprise Millet à Drumettaz qui accueille, voilà, parce que dans l'Albanais, j'ai en tête un autre projet sur une autre thématique. Mais donc, et si je la cite, c'est parce qu'elle fait partie donc des entreprises qui s'est positionnée sur la façon dont elle-même pouvait aussi, ce qu'elle pouvait faire elle-même de ses propres déchets. Donc, et de la même façon, on a un ensemble d'acteurs économiques aujourd'hui qui s'associent à la collectivité, qui viennent nous voir pour qu'on travaille ensemble sur l'évolution des choses. Je pense à l'association Solucir, qui en fait est portée par un ensemble de chefs d'entreprise locaux. Sur Grand Lac? Sur les Deux-Savoies, sur les territoires des plaines des Deux-Savoies en tous les cas. Donc Savoie et Haute-Savoie, où vous avez des gens complètement impliqués, qui ont une prise de conscience de la façon dont il faut qu'ils organisent leur activité. Nicolas, est-ce que vous avez l'impression, malgré Grenelle, la conférence de Paris, que les choses avancent? Oui, clairement. Vraiment? Ah, vraiment. Quand je compare les entreprises artisanales que j'ai pu côtoyer il y a 20 ans, où sur la thématique des déchets, par exemple, beaucoup ne faisaient rien, tout simplement. Aujourd'hui, je côtoie des entreprises qui font parfois mal, ou pas parfaitement les choses, mais qui font. Donc la différence est quand même notable. Il y a une vraie prise de conscience. C'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure que non, on n'est pas face à un phénomène de mode. Il y a une vraie prise de conscience. Et il y a aussi de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont perçu l'opportunité d'améliorer les questions de déchets, d'eau et d'énergie dans leurs entreprises. Bien sûr. D'accord. On va décélérer. On va descendre tout doucement vers le lac, comme on disait, puisqu'il est déjà 19h25 et que on avait dit qu'on ferait à peu près 1h30 d'émission, mais je suis persuadé qu'on va déborder. Hein. J'ai l'accord de la coprésidente? Oui. De toute façon, elle le fait aussi avec l'émission de l'accordéon tous les dimanches de 10h à 11h. Si, Jean-Pierre, tu as débordé 5 minutes. Je balance. Non, mais est-ce qu'on peut dire, et là je m'adresse à l'élu très engagée sur l'environnement qui est Marie-Claire Barbier, que Grand Lac est une terre éco-responsable ou éco-engagée? Alors, je ne veux pas vous mettre en difficulté. Non, mais je ne suis pas en difficulté avec ça. Si dans la nouvelle organisation, dans la nouvelle gouvernance de Grand Lac, le nouveau président a fait le choix de mettre... Renaud Beretti a fait le choix de mettre en deuxième vice-présidence cette thématique-là, puisque je suis la seconde vice-présidente de Grand Lac. C'est un signe fort. C'est quand même un signe fort de la volonté affirmée de Grand Lac de se tourner complètement vers cette ambition-là, très clairement. Et l'année 2020 a été quand même compliquée pour tout le monde, et d'abord pour les élus, parce que du coup, là où nous aurions dû tous être à nouveau en ordre de marche fin juin, rien ne s'est fait avant réellement fin octobre, le temps que nos institutions se mettent en œuvre. Donc on n'a rien fait, excusez-moi de le dire comme ça. Et on est mais tous... au moins, vous avez l'honnêteté de le dire. Mais on n'a rien pu faire. Mais parce que vous n'avez pas eu le temps. On piaffe d'impatience. Je vois des élus autour de moi qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'enfin on puisse accélérer, se mettre en ordre de marche réellement. Et aujourd'hui, si vous voulez, les signes sont réels. Ce qu'il faut quand même avoir aussi en tête, c'est que tout se prépare. C'est très long. Avant de construire un bâtiment BBC super, etc., il faut faire des études, il faut ne pas se planter. Et tout ça,
c'est du travail de l'ombre qu'on ne voit pas forcément. Et aujourd'hui, à Grand Lac, on est en train de poser toutes les petites pierres qui ne se voient pas, mais qui, à un moment donné, vont nous permettre d'avancer et de rendre visible cette volonté politique qu'on a d'aller vers. Il y a un autre éclairage que je voudrais aussi apporter sur cette volonté, c'est que nous avons également voté, c'est en lien avec le lac, c'est pour ça que je dis, à l'unanimité, notre démarche pour lancer notre candidature à la labellisation de Manan Biosphère, le MAB. C'est une labellisation de l'UNESCO qui permet de reconnaître la volonté du territoire qui se fait labelliser vers comment on intègre les activités humaines à l'intérieur de l'écrin, de l'environnement dans lequel on vit. Donc, les activités humaines à l'intérieur d'une notion de développement durable que l'on veut pleine et entière. Cette procédure, on a officiellement lancé notre candidature auprès de Manan Biosphère UNESCO récemment. Donc, on a une vraie démarche d'engagement de la communauté d'agglomération Grand Lac vers l'environnement. Complètement. Et votre positionnement en deuxième vice-présidente le marque. Je pense que c'est un signe. Enfin, c'est un signe très il fort. me semble que c'est un signe fort très de cette volonté de la nouvelle gouvernance d'aller vers cette démarche. Là, je vais me tourner vers Anne, à double reprise, en tant que spécialiste de l'environnement et puis surtout en tant qu'habitant d'Aix-les-Bains. Est-ce que vous sentez cette démarche environnementale du territoire, mais qui peut se voir aussi sur l'écomobilité? On peut en parler aussi un petit peu de l'écomobilité. Alors, en tant qu'Aixoise. En tant qu'Aixoise, oui, il y a des choses que je vois ou effectivement, je pense par exemple, il y avait eu un cadastre, une thermographie aérienne qui avait été faite. Alors moi, j'ai tendance à dire que je préfère les thermographies à partir du sol, mais bon, ça avait été fait de manière aérienne. À l'époque, c'était extrêmement cher, c'était des hélicos qui le faisaient. Maintenant, on peut faire ça avec des drones, donc je pense que c'est un bon outil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font depuis longtemps. Il y a des choses sur tout ce qui est les pistes cyclables. Bon, sur l'eau, on en a parlé déjà. Donc oui, et en plus, on est sur un territoire qui a aussi des facilités. Il y a une ligne SNCF. Après, la question, c'est aussi de comment est-ce qu'on cadence, par exemple, pour aller soit sur Lyon, soit sur Chambéry, soit sur Annecy, pour les gens qui télétravaillent. On voit apparaître, on n'a pas parlé de Musilac, mais c'est vrai qu'au moment où il y a Musilac, il y a des choses qui sont mises, parce qu'il y a tellement de monde qui arrive. Là, on met des parkings en périphérie, etc. On organise des choses pour avoir de la mobilité qui soit plus collective ou plus piétonne. Après, c'est des choses qu'on fait pour des événements exceptionnels. Comment est-ce qu'on arrive à les pérenniser ou à les transférer dans la vie de tous les jours pour l'ensemble des Aixois? J'ai eu un gamin qui a été scolarisé. Nous, on a discuté avec, à l'époque, c'était un certain élu qui était dans la même école, dont ses enfants étaient dans la même école que nous. Et ben, on a mis en place des pédibus en discutant, etc. Donc ça, c'est des choses, les pédibus, ça va naître à un moment et puis ensuite ça va mourir parce que c'est d'autres parents, etc. Il faut relancer la dynamique. Donc il y a des choses qu'on est obligé de faire régulièrement. Il y a eu un petit peu de bio qui a été introduit dans les cantines. Après, la loi a suivi. Donc maintenant, il faut en faire un peu plus. Donc oui, effectivement, je pense qu'Aix-les-Bains fait des choses et Grand Lac font aussi des choses. Ensuite, sans doute que le plan climat va les aider à avoir la vision d'ensemble pour avancer de manière plus structurée et puis s'auto-évaluer régulièrement. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le plan climat, on l'évalue tous les 6 ans. Nicolas, avant qu'on aille dans des choses un peu plus personnelles, c'est toujours la fin de l'émission qui est sur à quoi vous carburez. Vous aurez la minute pub tout à l'heure. On va se détendre à la fin de l'émission. Marie-Claire, qu'est-ce qu'il va me faire? Mais ne vous inquiétez pas. Nicolas, en tant qu'Aixois, mais aussi en tant qu'ingénieur environnement, comment vous vivez l'environnement environnemental, je fais un mauvais jeu de mots, d'Aix-les-Bains et de Grand Lac? Alors, à titre personnel, je rejoins volontiers ce qui a été dit. On est sur un territoire qui mute fortement sur ces questions-là et rapidement. Et moi, ça me satisfait, notamment en termes de mobilité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font et ça me va droit au cœur. C'est-à-dire, on va développer le vélo électrique, il va y avoir... Alors, c'est un ensemble. Il faut bien considérer l'ensemble. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, je prends le petit bout de la lorgnette.
Oui, mais c'est vraiment un ensemble, c'est-à-dire que quand on parle de mobilité, on parle d'intermodalité, parce que on peut pas regarder qu'un mode de transport individuellement. Il faut que tout se raccorde, que le train, le bus, le vélo, les cheminements piétonniers, tout ça puisse euh, s'homogénéiser et que pour se déplacer d'un point A à un point B, on puisse le faire de manière simple, efficace, sans penser forcément à sa voiture individuelle. Voilà. Mais ça, il faut qu'il y ait une politique globale qui mette tout ça en œuvre parce que ça ne va pas toujours de soi et ça ne se fait pas toujours naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place actuellement sur notre territoire et c'est une bonne chose. Après, du point de vue, de mon autre point de vue, celui pour lequel vous m'avez fait venir, de conseiller environnement en chambre de métier, on est aussi sur un territoire qui a fait énormément de choses. Alors là, je vais prendre le territoire au sens très large. On a parlé du Cisalbe tout à l'heure, donc je vais associer tous les territoires du bassin versant du lac du Bourget. Depuis la signature, effectivement, de ce premier contrat de bassin versant en 2002 ou 2003, il y a énormément de choses qui ont été faites, énormément d'investissements qui ont été faits par les entreprises du territoire. Et ça contribue grandement à l'amélioration de l'environnement et de la qualité des eaux. Mais c'est parce que cet effort a aussi été fait par les entreprises, porté par des financements des pouvoirs publics qui étaient à la hauteur aussi. Alors, maintenant, on va passer sur un volet plus personnel. Là, je vais m'adresser surtout à Marie-Claire et puis à Anne. On a compris que vous étiez très engagés pour l'environnement dans vos différentes fonctions, mais derrière les femmes que vous êtes, très engagées, vous carburez à quoi? C'est quoi vos passions? Qu'est-ce que vous faites le dimanche pour mieux vous connaître? Parce qu'on vous a connu dans l'amont et l'aval. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Alors, nous, on avait des invités, certains font de la mécanique. Monsieur Colenson, par exemple, il fait, bon, alors, je ne vais pas dire ce qu'il fait, je fais du sport automobile le week-end, mais bon, c'est pas très environnemental. Mais bon, c'est à quoi vous carburez le week-end quand vous n'êtes pas dans vos multiples fonctions, Marie-Claire? Vous me dites ce que vous voulez. Oui. Alors, je pourrais vous dire ce que je faisais le week-end avant d'être élue. Je peux vous dire aussi ce que je ferai le week-end une fois que je ne serai plus élue. Vous dire ce que je fais le week-end actuellement. Vous courez les manifestations. Très honnêtement, la même chose que la semaine. Ah, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, non. Vous n'avez pas une passion pour la philatélie, des choses, non? Si, j'ai plein de passions, mais elles sont toutes mises de côté parce que finalement, comment vous dire, cette implication, je me suis un peu prise au jeu, il faut être très une clair. passion. Je n'ai pas cherché à être élue, on est venu me solliciter. Au fil du temps, le hasard de la vie a fait que. Et aujourd'hui, on est venu me chercher certainement parce que j'étais très impliquée dans le milieu associatif. Donc, il y avait déjà certainement cette envie de travailler un petit peu de manière collective dans la société. Et aujourd'hui, j'ai le défaut, comme bon nombre de mes collègues élus locaux, élus de terrain, d'être complètement plongée dedans et de certainement ne pas savoir où m'arrêter. J'ai la chance d'avoir une famille qui accepte aussi toute cette organisation-là. Pour le moment, les choses sont comme ça. Je les assume, elles me conviennent, je ne m'en plains pas. C'est bien de l'entendre, parce que parfois on conteste les mandats politiques, mais il faut entendre que vous avez oublié une grande partie de vos passions, peut-être une partie de votre famille, pour vos mandats. C'est bien de l'entendre. Oui, mais je ne m'en plains pas, je le dis bien. C'est bien de l'entendre. C'est bien de l'entendre, Marie. C'est devenu finalement, d'une certaine façon, ma passion du moment. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, ma passion. Ouais. Je ne m'étais pas trompé. Et Anne, à quoi vous carburez le week-end? Alors, le week-end, à quoi je carbure? Alors, je peux faire un petit peu d'associatif. Excusez-moi, carburer, c'est peut-être pas le mot. À si, quoi quel est votre violon d'Ingres? Allez, on va dire. Carburer avec des huiles de vidange, donc ça peut aller. Ou avec, pas très écolo, ou avec du bois. Il faut bien les utiliser, ces huiles de vidange ou de friture. J'ai quand même un petit peu quelques activités associatives. J'essaye d'arrêter mon travail professionnel, de décrocher le week-end. Et puis, quand on n'est pas confiné, on essaye de voir des amis, de la famille. Et puis, quand on n'est pas confiné aussi, on essaye d'aller en montagne. On essaye de oui, la montagne, c'est pour ça que vous êtes venu. Nicolas, vous carburez à quoi? Alors ça, c'est une question aussi. Le week-end, à part l'artisanat. Alors, à part l'artisanat, quand je quitte la chambre de métier de l'artisanat, j'ai deux, trois grandes choses qui me font carburer. Effectivement, des engagements associatifs, moi aussi, notamment autour des écoles de mes filles.
l'association de parents d'élèves. Ça n'a qu'un temps. On a donné aussi, mais ça n'a qu'un temps. Bon, Après, pour quand ils l'instant, je grandissent, suis encore en plein dedans. Mais c'est vrai que j'ai déjà quitté l'école primaire, on est passé au collège, on met un pied au lycée, donc on voit arriver inéluctablement l'échéance. Mais ça me prend effectivement beaucoup de temps. Et sinon, pour me ressourcer, oui, j'ai une petite passion autour de l'équitation qui me permet, que je partage avec mes filles là aussi, et qui permet de sortir, qui permet de se ressourcer, de prendre un grand bol d'air frais, et ça fait du bien. Très bien. Juste pour compléter, c'est vrai que quand vous avez évoqué la question, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que c'est parfois comme ça aussi qu'on utilise l'expression, au fait de carburer à certains produits locaux qui sont très importants sur notre territoire. Je pense à nos agriculteurs et à tout ce qu'ils sont capables de nous offrir, que ce soit dans les vins et les vins de Chautagne ou du secteur de Brison-Saint-Innocent, mais aussi dans les fromages qu'on a autour sur notre territoire. Et simplement pour rebondir aussi sur un des éléments très importants sur lequel on a envie vraiment d'aller à l'échelle de la gouvernance de Grand Lac, c'est le consommer local. Le produit local, porté par ma collègue Julie Novelli, maire de La Biole et VP à l'agriculture et à l'alimentaire, et qui porte un plan alimentaire territorial sur lequel on est tous très engagés derrière. C'est très vaste, notre sujet de ce soir. On aurait pu aborder aussi... Avec le monde économique agricole, qui a aussi des enjeux extrêmement importants en matière de transition énergétique, et qu'on essaye d'aider aussi dans ce sens. Alors, merci pour tout ça. La petite minute environnement Radio Grand Lac. On peut parler de ça, environnement Grand Lac. Tu veux parler de la fréquence définitive, Oui, Pierre-Luc? oui. Quel va être le nouvel environnement? La nouvelle couverture un petit peu de Radio Grand Lac, oui, elle est intéressante à développer à l'antenne pour la faire connaître un peu plus à nos auditeurs, bien sûr. Écoute, Pierre-Luc, je pense que d'ici quelques temps, puisque je pense que la fréquence va se mettre en place certainement, vraisemblablement au mois d'avril, sans en dire trop, parce qu'effectivement, on attend encore des réponses. Effectivement, on sera audible très bien sur le territoire Grand Lac. Bon, il y a peut-être des communes qui seront un petit peu moins, on va dire, couvertes, mais on va faire pour le mieux. Saint-Germain, parce voilà. Que là... Saint-Germain, ça risque d'être compliqué. C'est pas possible. Non, ça risque d'être compliqué. Bien sûr, le territoire Grand Lac, bien sûr, tout Chambéry. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'en fréquence temporaire, donc Aix-les-Bains par à la conquête de Chambéry. Exactement, tout à fait. J'ai pas dit sur le plan politique. Voilà, et puis donc voilà, on va dire que ça va couvrir environ 200 000 auditeurs potentiels quand même, donc c'est quand même énorme. Et je pense qu'effectivement, un média local comme ça, d'ultra proximité, parce que c'est vraiment le cas de le dire, c'est une richesse pour moi, pour le territoire, vraiment. Et j'en suis fière. Non, mais quand je disais que... Vous pouvez en être fier. Merci, Marie. Non, mais on peut dire qu'on part vers le chambérien, mais déjà sur le plan économique, il y a le CGLE, qui est dirigé par Madame Montoro-Sadou, qui effectivement coordonne l'action économique sur les deux grandes agglos de la Savoie. Jean-Pierre, tu veux dire un petit mot sur... Non, moi je n'ai pas grand-chose à dire puisque j'avais déjà parlé au début. C'est nouveau ça que tu n'aies pas grand-chose à dire. Oui, tout à fait. On s'améliore tout le temps. Non, encore... Pierre-Luc, une très belle émission ce soir sur l'environnement, sur cette économie verte si importante pour notre territoire. Et puis, je rebondis sur ce que Marie-Claire a proposé, l'agriculture et l'économie. Je pense qu'avec Julie Novelli, on aura aussi une belle émission à faire avec Julie, puis peut-être d'autres interlocuteurs du monde agricole. Et j'ai d'autres idées en tête et on en parle après. Mais en tout cas, un jour à Lac, un entrepreneur, encore de belles soirées devant elle. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie avant de rendre l'antenne. C'est ce que j'appelle la minute pub. C'est toujours pour remercier nos intervenants. Donc, est-ce que si on veut joindre, par exemple, l'agence AR, je suis collectivité locale ou entreprise, j'ai besoin de... Bon, comment on peut vous contacter? Comment on peut vous connaître? Alors, vous pouvez aller sur notre site www.aere.fr. Oui, page Facebook aussi? On a une page Facebook qui n'est pas vraiment utilisée. Ouais. On a un Twitter, un lien Twitter. On a aussi sur LinkedIn. On poste aussi sur LinkedIn. Voilà. Et sinon, vous pouvez appeler au bureau et je n'ai
pas le téléphone en tête, évidemment, mais c'est le On trouvera 04, AERE à Aix-les-Bains, donc consultant en énergie renouvelable notamment, mais qui fait surtout du conseil aux collectivités locales, mais aussi aux entreprises. Marie-Claire, si je suis particulier ou entreprise et je veux me faire aider par l'aglo, à qui je m'adresse? Alors, aujourd'hui, Sur l'environnement. l'organisation n'est pas complètement mise en Oui. place pour, disons, avoir un circuit direct sur ces questions-là. Mais en appelant sur le standard de Grand Lac et en demandant le service transition énergétique, vous tomberez très rapidement sur la personne qui reprendra contact avec vous pour D'accord. vous accompagner. Est-ce qu'il y a un point contact et énergie comme un... Ceci dit, je voudrais quand même aussi préciser que Grand Lac a une convention spéciale avec l'ASDER, à travers laquelle elle finance un ensemble de missions dédiées au territoire de Grand Lac, à travers laquelle elle a d'ailleurs aussi acheté un certain nombre des mallettes thermographiques, je pense que le terme est celui-là, C'est ça, oui. pour aller plus loin dans l'accompagnement de nos habitants et de nos usagers. Et très souvent, sur ces questions-là, on aura aussi tendance à réorienter les demandes vers notre partenaire qu'est l'ASDER. Il n'y a pas de point contact comme un point info énergie sur Aix-les-Bains, pas encore non, c'est une question. C'est l'ASDER C'est l'ASDER. qui est la Donc, porte je suis d'entrée. particulier, je veux m'enseigner sur les aides potentielles, je téléphone à l'ASDER Vous appelez l'ASDER. à Chambéry. En attendant la mise en œuvre de cette plateforme Non, mais savoyarde qui, de toute façon, vous amènera à l'ASDER. Merci. Nicolas, je suis artisan, je veux me faire aider sur le plan environnemental pour consommer moins. Comment je vous contacte? Alors, vous êtes artisan ou TPE. On va faire très simple. Vous prenez contact avec la Chambre de métier de l'artisanat. Vous expliquez votre envie, votre problématique. Mes collègues de l'accueil feront le lien. Il n'y a pas de souci. Et derrière, on pourra vous proposer des petits dispositifs très simples d'accompagnement de type diagnostic qui ne vous coûteront rien parce qu'ils sont financés par l'ADEME aujourd'hui. Donc, c'est gratuit pour l'artisan. Et avec vous, on pourra faire le point sur vos problématiques d'énergie, d'eau, de déchets, vous proposer des solutions, vous proposer un plan d'action et vous orienter sur les aides financières qui existent. Et les aides financières pour les entreprises, elles sont assez importantes et extrêmement intéressantes aujourd'hui. Donc, il y a de vraies opportunités. Et puis, la minute pub, j'ai envie de la partager. Si vous n'êtes pas artisan, vous pouvez aussi contacter la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a aussi des dispositifs exactement similaires. Marie-Claire, c'est une démarche interconsulaire. Hein. Là, Oui, complètement. Mais oui. j'y ajouterai peut-être la Chambre d'agriculture. Ah bah, c'est voilà. ce que j'allais Oui, dire. oui, Qui a oui, aussi oui. aujourd'hui résolument mis le pied à l'étrier sur ces questions-là, hein, très clairement. Alors, je voulais vous remercier tous les trois de vos interventions. Donc, remercier Anne Rial de la société AR, qui est vraiment, comme je le dis, et je le pense, une pointure sur le plan énergétique. Merci. Il faut qu'elle soit connue et j'étais ravi de vous recevoir. Je voulais remercier Marie-Claire Barbier, hein, avec sa passion de l'environnement et puis surtout son engagement sur le territoire de Grand Lac, au conseil départemental et puis sur sa commune de Chindrier. Merci beaucoup Marie-Claire d'être venue. Merci à vous pour cet excellent moment que nous avons passé. Je voulais remercier aussi Nicolas Chaton, un conseiller énergétique à la Chambre de métier. Vraiment, tous les trois, vous nous avez fait passer votre passion pour l'environnement appliqué à l'économie. Et je voulais aussi terminer en remerciant les deux piliers de Radio Grand Lac. Je sais qu'ils n'aiment pas que je les appelle comme ça, mais ça définit au moins la réalité, hein, puisque si Radio Grand Lac se développe comme cela, c'est grâce à Sandra Beau, la coprésidente, et puis à Jean-Pierre Germain, qui de toute façon, je n'arriverai jamais à atteindre son nombre d'auditeurs parce qu'il est imbattable en nombre d'auditeurs. J'essaye depuis des semaines, mais on n'y arrivera jamais. En tout cas, merci pour vous. Je voulais vous remercier toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Grand Lac, et notamment les entrepreneurs. Et quand je parle d'entrepreneurs, je parle d'artisans, de commerçants, je parle d'agriculteurs, je parle d'industriels. C'est le seul lieu, je pense, radiophonique où on parle librement d'économie, hein, je le dis. Je vous donne rendez-vous là, dans 15 jours sur un thème très porteur qui est celui de l'emploi. Est-ce que l'emploi, c'est un frein ou un atout pour les entreprises? On saura en débattre dans 15 jours. Et puis, je termine cette émission sur la passion d'entreprendre et des entrepreneurs. Autour de Sandra Beau et de Jean-Pierre Germain, la folle équipe de Radio Grand Lac, la radio qui monte et qui vous donne rendez-vous bientôt sur le 92.1.fm. Merci à tous, merci à toutes. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonsoir.